différents spécialistes qu'il existe dans le monde pour essayer d'avoir des versions un peu différentes. Et on peut, au point de vue, on va se situer principalement sur l'or parce que c'est toujours la matière qui intéresse le plus, même si on parlera des autres matières également. Eh bien, on peut dire que l'année 2025, eh bien, c'est clôturé par une année que l'on qualifiera d'exceptionnelle et qui restera sûrement dans les annales historique du cours de l'or, puisque l'or eh bien, a passé pour la première fois un cap qu'il n'avait jamais franchi par le passé, qui est de 4000 $. Et ces 4000 $, eh bien, ça fait plus ou moins 55% en plus de rendement sur une année. De quoi être réjoui pour ceux qui ont suivi cet actif et qui ont disposé. Et pourquoi est-ce que l'or a augmenté à un tel point? Eh bien, c'est précisément à cause de l'attitude de la Banque centrale, également de la baisse du dollar. On peut également citer les investisseurs occidentaux eh bien, qui ont fait leur réapparition. Il n'y a pas seulement eu que les pays émergents, mais également les pays occidentaux commençaient à investir dans l'or également, principalement par les EFT. Alors, bien, je vais vous faire le résumé de ce que j'ai pu lire dans les différents quotidiens, les différentes revues économiques. Alors, nous allons commencer par JP Morgan. Eh bien, dans JP Morgan, eh bien, eux, ils prédisent que l'or pourrait atteindre 5055 $ l'once pour la fin 2026 et ils ont comme attitude de dire que eux, il va y avoir une très forte hausse de l'or encore cette année. En ce qui concerne Bank of America, eh bien, eux, ils parlent de 5000 $ et avec une très marque à la hausse pour cette année. Et pour Goldman Sachs, eh bien, eux, ils sont vers une tendance de 4900 $ pour plus ou moins décembre 2026, avec eux une tendance à dire que ça sera à la hausse, mais un peu moins forte que celle qu'il y a eu en 2025. Pour UBS, ça serait vers 4500 $ l'once pour à peu près le milieu de l'année 2026 et eux, ils seraient tendance de dire que l'or continue à monter progressivement, doucement, sur sa lancée, mais sans très grosse augmentation. Ensuite, nous avons Morgan Stanley qui parle de 4800 $ pour 2026 et également vers une tendance un peu plus progressiste qui avance doucement, mais sans grande explosion. Et enfin, nous terminerons par la Deutsche Bank qui, elle, table sur 4450, 4500 pour l'année 2026, mais avec une montée qui se ralentit et qui est plus modérée. Et ensuite, nous avons également Jim Richard qui, lui, parle aussi d'une augmentation du cours de l'or. Il en est convaincu également. Alors, pour ça, je me suis basée également sur l'analyse qui a été effectuée par World Gold Council, le WGC, qui a déterminé 4 scénarios possibles pour l'or pour 2026. Les 4 scénarios, eh bien, il y en a 2 qui sont à la hausse, une qui est dans la stabilité, croissance lente et douce, et la dernière qui serait plutôt une chute du cours de l'or. Nous allons les détailler ici, tout de suite. La première théorie, le premier scénario qu'ils envisagent, eh bien, c'est le down loop, c'est-à-dire une augmentation de l'or de 15 à 30% au cours encore de cette année. Elle serait liée à quoi? À une récession mondiale, à des crises géopolitiques qui continuent partout dans le monde, et du coup, un sentiment de besoin de sécurité qui s'empare des investisseurs, et donc tout le monde se tourne vers l'or pour assurer ses arrières et avoir un or surtout de protection face à la situation actuelle qui est critique et aussi face aux instabilités monétaires. Et donc, dans ce cas-là, on se tournerait vers 5300 $.
Le deuxième scénario qui est envisagé, c'est le shallow slip, qui lui envisage plutôt une augmentation de l'or de 5 à 15%. Dans ce cas-là, eh bien, ça se traduit par une croissance économique américaine qui ralentit, une réserve fédérale qui diminue ses taux, mais ces taux, eh bien, ils les réduisent beaucoup plus fortement que ce qu'ils avaient prévu. Conséquence de cela, eh bien, dans cette hypothèse-là, eh bien, le dollar, eh bien, il va s'effondrer, les obligations également, et donc, ben, il va avoir une peur qui va s'emparer du marché, et du coup, ben, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner vers ce qui est le plus sûr, et c'est donc vers l'or que les gens se tourneraient. Le troisième scénario, eh bien, lui, c'est le scénario du consensus macroéconomique. Là, l'or, soit serait stationnaire, soit diminuerait un petit peu, ou soit augmenterait légèrement, et donc il continuerait ce petit bonhomme de chemin à la montée, mais de manière plus douce, moins forte que par le passé, comme s'il était déjà en train d'arriver sur un sommet. On parle de moins 5% à plus 5%. Dans ce cas-là, comment est-ce que ça se caractériserait? Eh bien, ça se caractériserait par une croissance qui serait stable, une baisse des taux envisagée, mais moins nombreuse que prévu, et on verrait aussi un dollar qui reste plus ou moins stable. Et ensuite, vous avez le dernier scénario qui serait évidemment le moins favorable, mais qui le resterait quand même au point de vue technique, c'est... Et ensuite, vous avez le dernier scénario qui serait évidemment le moins favorable, mais qui le resterait quand même au point de vue technique, c'est la reflation. Dans ce cas-là, l'or pourrait baisser de moins 5%, mais pourrait s'effondrer de 20%. Dans ce cas-là, on aurait une croissance américaine ultra forte, on aurait une augmentation des taux et on aurait aussi, dans ce cas-là, eh bien, une aversion vers l'or et un retour vers des actifs plus performants que l'or. L'or resterait une denrée de sécurité, mais certains investisseurs vendraient leur or pour rentrer vers d'autres actifs beaucoup plus rentables que ça, et donc ils se tourneraient vers les actions. Et donc l'or serait délaissé au profit d'actifs plus rentables, et donc ceux qui cherchent à faire du bénéfice, eh bien, évidemment, évacueraient leur or pour acheter des actions, dans cette hypothèse. Et donc, vous avez les 4 hypothèses qui se rejoignent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ici, vous avez les 4 hypothèses avec leurs signes prédicteurs. Quels sont les éléments qui vont être déterminants et qui valent la peine d'être analysés, et quels sont ces éléments qui ont finalement forgé les différents acteurs que je vous ai dit tout à l'heure à donner un avis plus favorable à la très forte hausse, à la hausse ou bien à la progression. Les premiers indices, eh bien, c'est l'attitude de la Banque centrale et la demande des EFT. On voit de plus en plus que les pays émergents achètent évidemment de l'or de manière physique, mais également sous forme de EFT, y compris l'Occident. Et on voit également que le dollar est en train de s'effondrer. Et cela, eh bien, c'est la théorie qui est la favorite pour JP Morgan et Goldman Sachs, qui pour eux disent, bien, la demande va continuer à augmenter et les banques centrales vont continuer à s'alimenter, et donc ça va faire progresser l'or. Le deuxième élément qui est souvent retenu, c'est les positions d'opportunité. Et là, ce sera les positions qui seront celles qui sont retenues par UBS et HSBC pour donner leur avis sur l'or. En fait, pour eux, eh bien, ils se rendent compte que la baisse des taux entraîne nécessairement la baisse de la valeur du dollar, et du coup, eh bien, ça n'est pas favorable à l'or. Et comme il y a une baisse des taux, eh bien, qu'est-ce que les gens font? Ben, ils se tournent vers un or qui est moins favorable, mais ils vont aller vers quelque chose de beaucoup plus rentable, et donc ils vont se tourner
vers autre chose que l'or et du coup, ben, l'or, par effet, moins de demande, eh bien, l'or va perdre un peu de valeur. Et enfin, le troisième élément qui peut déterminer à donner une note positive ou négative à l'or, eh bien, c'est la dette des États et également l'attitude des particuliers. L'or est un rempart et il est souvent utilisé et de plus en plus utilisé par les États qui font face à un endettement considérable. Et par contre, du côté des particuliers, eh bien, l'or devient un rempart contre l'inflation et ça devient finalement une protection, une sécurité, une assurance. Et donc tout cela, eh bien, c'est ce qui forge l'idée par la Bank of America de l'attitude et de la tendance que l'or va avoir en 2026. Le dernier élément que l'on peut retenir, eh bien, c'est le sentiment de confiance ou de rejet face à l'état actuel de la situation. Dans un état de stagflation, eh bien, la croissance va légèrement augmenter, il va y avoir un peu d'inflation et il va avoir l'effet des droits de douane. Et tout cela, eh bien, va provoquer, eh bien, une augmentation de 30%. Par contre, si on se trouve dans une situation de reflation et à une tendance trumpiste qui fonctionne et qui fait recartonner le système américain, ben dans ce cas-là, la croissance économique américaine risque d'exploser, le dollar risque de très fort augmenter et du coup, effet de tout ça, ben l'or va baisser et du coup, ben, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, tous les gens vont se tourner vers les actions qui, finalement, eh bien, sont plus rentables pour cette situation de reflation à la trumpiste et dans ce cas-là, eh bien, l'or, évidemment, subirait les conséquences d'une vente pour prise de bénéfices et du coup, son prix baisserait à 3 600 $. Conclusion, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, même si l'or venait à perdre un petit peu cette année, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, c'est que le plancher, il restera de toute façon élevé. Parce que même, imaginons, on est plus ou moins à 5 000 $ actuellement, 4 900, 5 000 $, quand même on redescende à 2 000 $, ça reste un plafond élevé. On n'est plus dans un creux. Finalement, ce plafond élevé des 2 000 $ qui avant était un sommet devient finalement une sorte de creux avant un rebond futur. Et même si on arrive aux 4 000, ben les 4 000 restent un plancher qui est haut et qui permet de remonter après. Ça reste quand même des bases solides. Donc finalement, même si on perd énormément, les plafonds restent hauts comparés à ce qu'ils ont été il y a 3 ans. On ne redescend plus aux anciens planchers anciens. On resterait toujours sur des planchers très hauts. Conséquence, eh bien, de tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que continuer à posséder de l'or ou continuer à en acheter si vous avez encore les moyens, c'est une bonne option. 5 000, peut-être plus, peut-être un peu moins, mais ça reste toujours un actif de référence pour 2026. Alors, en ce qui concerne Jim Richard, je vous en parlais tout à l'heure, eh bien lui, sa prédiction, c'est que l'or sera supérieur à 5 000 $ en 2026. Ben ça, on les a déjà passés d'ailleurs, puisque nous sommes déjà à la mi-janvier. Maintenant, on s'attend à ce qu'il y ait le prochain plancher qui soit de 5 000 $. Ça serait pas mal. Ça nous éviterait de redescendre trop bas en cas de cataclysme si ceux qui le prédisent ont raison. Et donc, pour lui, il parle, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une récession technique qui pourrait avoir lieu aux États-Unis prochainement. Et donc, pour lui, eh bien, il faut faire attention à la situation actuelle parce que pour lui, le cours du pétrole pourrait continuer à baisser et être inférieur à 45 $, même si pour le moment il est à 60 et il semble remonter un petit peu vu les circonstances et les aléas géopolitiques du moment. Mais il faut également faire très attention au domaine des actions et principalement des valeurs IA qui risquent de chuter de plus de 30% si on n'y fait pas attention d'après lui. Pour lui, les actions qui sont liées à l'IA, eh bien, seraient à rapprocher à ce qui s'est passé en 2008 avec les subprimes et donc il conseille de sortir. Et d'ailleurs, énormément de grands acteurs comme Warren Buffett et tout ça sont en train de vendre leurs actions
techniques pour se préparer à autre chose que je vous parlerai tout de suite après. En fait, lui, il préconise que les actions liées à l'IA pourraient cracher entre 10 à 50% au cours de l'année 2026. Et lui, il vous conseille de rester dans des actions, mais des actions liées à des actions de consommation, d'énergie, de défense, de ressources naturelles, de minerais, d'extraction. Et donc, lui, il privilégie ce type d'action plutôt que d'aller vers les actions IA qui seraient vraiment à proscrire selon lui. Alors, les obligations US à 10 ans, les fameux HOLO, tourneraient aux environs de 3%. Et tout ce qui est SP500, eh bien, il faut s'attendre à une baisse de 10%. Pour lui, les menaces à craindre pour cette année, c'est évidemment la guerre en Ukraine, mais également toutes les dérives liées à ce qui se passe dans d'autres pays. Nous venons d'avoir un exemple, le Venezuela, c'était pas prévu au programme et ça vient de nous arriver. Il y a quand même aussi des tensions en Iran et là, on connaît le pétrole et les liens commerciaux et les fameux transports maritimes qui pourraient être touchés. Et il y a aussi d'autres pays dans le monde qui risquent aussi d'être impactés. Et donc, tout cela, eh bien, aurait une répercussion. Et donc, pour lui, ça est aussi à prévoir. Mais pour lui, la priorité et la plus grosse crainte, c'est le domaine de l'IA qui pourrait se cracher. Alors, pour lui, qu'est-ce qu'il conseille? Il conseille d'avoir de la liquidité, d'avoir de l'or, de l'argent, d'avoir des terres, de l'immobilier, des actions défensives telles que je viens de vous les citer, aussi tout ce qui est physique et même tout ce qui est agricole. Voilà pour ce qui concerne Jim Richards. Alors, moi, j'ai refait un petit peu le point. Moi, je crois que sur cette année 2026, il va falloir porter notre attention sur différents points qui seront principalement le dollar, voir son attitude dans le temps. Ça aura un effet évidemment sur notre manière d'investir, sur la politique de la Réserve fédérale, sur la tendance à l'inflation, reflation, déflation, stagflation à suivre. Il faut également avoir un point d'attention sur l'emploi, chômage. On voit le chômage repartir en trompe aux États-Unis, sera aussi un impact. Avoir aussi un point d'attention vraiment marqué sur le Japon, qui ne vit pas très bien ces moments-ci, une situation très favorable, où on voit de plus en plus de particuliers qui vantent leurs obligations face à un État surendetté à qui personne ne fait plus confiance. On ne sait pas non plus pendant combien de temps ce système va encore durer. Et on peut également ajouter à cela une anecdote aussi que j'ai relevée, mais qui vaut la peine d'être relevée également. C'est au Venezuela. Bon, vous savez ce qui s'est passé. Je reviendrai dessus si j'ai un petit peu le temps. Mais en tout cas, c'est de voir qu'au Venezuela, eh bien, c'était des gens qui avaient leur propre monnaie et qui vendaient leur pétrole déjà avec autre chose que du dollar. D'où peut-être la raison de ce qui s'est passé, et ne voulant pas retourner sur le dollar américain, eh bien, depuis un certain temps, toutes leurs transactions, depuis le fameux coup qui vient d'avoir lieu, c'est d'utiliser le dollar américain numérique. C'est la première fois que ça se fait, et c'était à noter dans cette vidéo, puisque c'est un cas un peu exceptionnel. C'est la première fois qu'on fait appel à des USTD dans du commerce international, que ce soit pétrole ou autre, pour éviter de prendre du dollar américain tel qu'il est connu jusqu'à ce jour. Voilà les points que moi je retiendrai à être importants, en plus de des crises géopolitiques qui peuvent un peu se partir de partout dans le monde. Hein. On a aussi le Groenland, j'ai oublié de vous en parler, mais c'est aussi très proche de chez nous, et ça, c'est encore plus proche de l'Ukraine, et ça nous intéresse encore plus particulièrement, et ça vaut la peine aussi de s'y intéresser. Alors, je terminerai également en disant, point exceptionnel, c'est que l'argent a été classé par les États-Unis comme un minerai critique
aux États-Unis. C'est une toute première fois. Et donc, l'argent est reconnu comme une denrée qui devient de plus en plus rare, donc de plus en plus cher. Vous l'avez remarqué. Si vous ne suivez pas le rapport or-argent, il faut savoir qu'à une époque, l'argent était très, très sous-coté et était à 125, 123 argent pour un or et qu'actuellement on est redescendu vers 46. Donc l'argent a surperformé ces derniers temps. Et donc, la tendance serait de dire de ne plus acheter d'argent, mais plutôt de se tourner vers n'importe quoi, mais pas l'argent. Et donc, ceci explique peut-être cela. En ce qui concerne le platine, eh bien, elle a battu ses records, puisqu'il était fin de l'année 2025 à 17 000 et maintenant, 1700, pardon, et actuellement, on est dépassé les 1900. Donc, il est en progression et le palladium retrouve aussi des couleurs depuis 3 ans. Et il était plus que temps, on l'attendait. Je me suis également intéressée, et c'est la première fois, au rapport or-Bitcoin. Il faut savoir qu'en 2012, eh bien, il fallait 400 Bitcoins pour un or et qu'actuellement, eh bien, il en faut 0,57, ce qui veut dire que le rapport a descendu et ce qui veut dire que comme l'or a fortement monté, eh bien, le Bitcoin a fait une fameuse progression pour finalement être en dessous de 1 pour un or. Et donc, certains craignent évidemment la bulle Bitcoin, puisqu'il est fortement monté, et certains pensent à vendre leur Bitcoin pour racheter autre chose. Voilà ce que je voulais vous dire. Dans les bitcoins, je n'y connais rien, donc je répète ce que j'ai lu. Si le ratio est bas, ça veut dire que les bitcoins sont chers, et si le ratio est haut, ça veut dire que le bitcoin est bas et est bon à acheter. Et pour l'instant, il est très bas à 0,057. Donc, ça veut dire que les bitcoins sont très chers. Donc, certains prendront très certainement prochainement leurs bénéfices et on pourrait assister évidemment à de grosses corrections ou du moins une stabilité sans progression du bitcoin au cours de cette année. Philippe Béchat, lui, reste toujours sur ses produits de mine. Il préfère aller vers les mines. Pour lui, l'or physique aurait fait sa plus grosse montée. Et actuellement, ben, si on veut faire un gros boom financier, eh bien, c'est vers les mines et les droits de payage de mines qui seraient l'alternative idéale pour l'instant. Et donc, il est possible évidemment d'acheter des actions minières. Si ça vous intéresse, ben pourquoi pas. C'est le business sur l'or. Et deuxièmement, ben, l'or commence également à devenir rare et c'est une donnée aussi à ne pas négliger. Alors, il y a une tendance que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que si les actions IA venaient à s'effondrer, et ce qui semble être pour pratiquement la moitié des spécialistes, et donc certains ont même pris les devants en vendant leurs actions, je vous ai dit comme Warren Buffett par exemple, eh bien c'est parce que tout simplement ils ont pris leurs bénéfices parce qu'ils comptent réinvestir dans d'autres actions et des actions beaucoup moins connues. C'est une proposition et une analyse faite par Alex Green qui est une des personnes qui était une des premières à savoir avant tout le monde que certaines actions allaient cartonner avant d'autres. Il les achète très très bon marché, parfois à quelques centimes ou 1 euro et il parvient à faire d'excellents rendements et à devenir très rapidement millionnaire ou milliardaire ou tout ce que vous voulez. On n'en demande pas tant, nous. Mais voilà, donc c'était le premier à acheter des Apple, des Netflix, des Amazon, etc. Et donc, il propose et il dit que ça serait une des tendances actuelles et ce serait d'aller vers des micro-caps. Ce sont en fait des actions qui se trouvent sur des marchés secondaires, qui sont peu connues. Ce sont des petites start-up qui démarrent. Évidemment, il y a énormément de risques, évidemment, puisqu'elles démarrent. Mais quand elles cartonnent, eh bien, on fait rapidement des doubles et des triples et des quadruples en point de vue rendement parce qu'on est parti de très, très bas. Et donc, celui qui investit une somme relativement conséquente, mais qui ne met pas en danger son capital, peut facilement faire parfois x60, x200 en quelques mois ou quelques années. Et donc, il faut oser le faire. Mais en tout cas, pour Alex Green, ça serait le bon moment d'investir
dans certaines microcaps qui proposent, je n'en sais rien, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais en tout cas, je vous le dis, il y a moyen, parfois, si vous avez l'expérience et que vous y connaissez, que vous savez déterminer quelles sont les bonnes actions, quand y entrer et comment elles sont cotées et quelle est leur situation, leur avenir, leur innovation, etc., et leur père, etc., et que vous avez la capacité de comprendre ça, eh bien, semblerait-il que les marchés secondaires, eh bien, seraient assez favorables de ces moments-ci. Voilà, je pense avoir tout dit. Je vous ai mis à titre d'exemple, parce que je la crois, je ne l'avais pas mis en cette fin d'année, un petit peu les graphiques des 5 dernières années pour l'or, l'argent, le platine et le palladium.